Bonjour à tous, je me présente, Madame Neda Soudi, je suis professeure permanente au sein de l'ISCAE. J'enseigne les matières comme l'innovation, l'entrepreneuriat ou encore la RSE. Bienvenue à ce cours qui sera dédié à l'innovation et l'entrepreneuriat. Deux disciplines qui sont l'innovation et l'entrepreneuriat qui peuvent paraître à première vue complètement différentes et indépendantes, et pourtant elles sont totalement complémentaires. L'innovation peut intervenir avant le lancement de son projet d'entreprise, pendant le lancement et la conception de ce projet d'entreprise et même pour la gestion de son entreprise. C'est une discipline qui est transverse, qui peut toucher tous les domaines d'activité stratégique de l'entreprise ainsi que tous les départements opérationnels de l'entreprise. D'où le fait de lier ces deux disciplines. Je vais commencer par une petite caricature qui peut paraître anodine, mais en fait qui élucide complètement l'approche par rapport aux idées innovantes. Donc vous avez un monsieur qui essaye d'aider les autres à travers des roues. Et pourtant, les autres se donnent autant de mal, que ça soit en temps de travail, que ça soit en énergie requise, et n'acceptent pas son aide. Parce que tout simplement, ils ont une petite zone de confort, des choses qu'ils font habituellement de la même manière chaque jour et qui ne sont pas prêts à changer, tout en sachant que leur changement leur apportera beaucoup de bien. C'est ce qu'on appelle la réticence au changement. Pour remédier à cette réticence au changement, il y a un maître mot qui est très très important, c'est ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance, si vous essayez de voir tous les entrepreneurs qui sont, bien sûr, qui ont eu beaucoup de succès, vous allez voir qu'ils ont toujours cru en leurs idées et qu'ils sont persévérés pour atteindre un idéal parce qu'ils ont été tout simplement visionnaires et ils avaient une innovation majeure qu'ils ont développée. On se demande aujourd'hui pourquoi un cours sur l'innovation. Parce que tout simplement, l'innovation est devenue le moteur de l'économie. Aujourd'hui, l'innovation aiguille le monde, et pas seulement l'économie, mais aussi les comportements humains. Si vous prenez une personne lambda et vous lui posez la question sur les dernières innovations qu'elle utilise, bien évidemment, les réseaux sociaux, Google qui est devenu un allié incontournable, les smartphones, les PC, donc tout ça rentre dans une sphère qui est une sphère connectée et qui fait partie de ces innovations-là. Les GAFA ou GAFAM avec Microsoft, déjà en 2017, ils ont représenté plus que le PIB de la France, qui est une puissance mondiale parmi les plus grandes au monde. Et donc finalement, celui qui détient le pouvoir, il détient les dernières innovations. Le quotient intellectuel a commencé à avoir plus de valeur économique que le fait d'avoir des usines. Et l'exemple le plus simple, c'est de comparer WhatsApp à Peugeot. On va voir que en 2017, avec uniquement 55 salariés, il dégageait plus de 19 milliards de dollars. Pour Peugeot, plus de 100 000 salariés et plus d'un siècle d'existence pour 12 milliards de dollars. Et donc aujourd'hui, et pourtant, ces entreprises-là, c'est des entreprises qui sont relativement récentes. Elles ont toutes été créées à partir des années 2000 ou autour des années 2000. Et donc aujourd'hui, justement, l'innovation dans ces entreprises, qu'on appelle d'ailleurs les licornes, est très importante et fait partie de la valeur économique d'un pays. Si on essaie de voir aussi le comportement des personnes, donc le New York Times, déjà en 2014, il avait publié justement une étude. Et il a montré qu'il a fallu 90 ans pour que 90% de la population US possède une voiture, 35 ans pour que 100% de la population soit équipée d'un frigo, 15 ans pour que 80% de la population possède un téléphone mobile et 10 ans pour que 60% de la population ait accès à l'Internet. Et donc, vous voyez que les plages temporelles sont de plus en plus rétrécies. Et donc, l'adoption de l'innovation se fait de façon de plus en plus courte. C'est-à-dire que les personnes, ils sont ouvertes justement à adopter de nouvelles innovations et à pouvoir les intégrer dans leur mode de vie.
Aussi, si on essaye de comparer les top 20 justement des licornes, on va voir que majoritairement les licornes sont américaines et chinoises. Donc, Ant Financial, Uber, Xiaomi, Didi Chuxing, Airbnb, SpaceX, toutes ces entreprises sont des licornes qui sont à très forte valorisation boursière. En fait, la présence des licornes chinoises a suivi la présence des licornes américaines. L'équivalent des GAFA américains sont les BATX chinois. Les BATX, B pour Baidu, qui est un moteur de recherche, justement l'équivalent de Google qui a été créé en 2000, T pour Tencent, qui est justement l'équivalent d'un social media ou tout simplement de Facebook, Alibaba pour Jack Ma, justement qui a été créé en 99, qui est l'équivalent de Amazon, et Xiaomi, qui est l'équivalent d'Apple, qui a été créé en 2010. Si on essaie de se concentrer sur Alibaba, quelle est la première stratégie qui a été poursuivie par Jack Ma? Jack Ma, il avait parlé d'une phrase qui dessine aujourd'hui toute sa stratégie de départ. Je préfère être un crocodile dans le tsang plutôt que d'être avalé par un requin. Un crocodile dans le tsang veut dire se concentrer sur le marché local qui est le marché chinois et qui est déjà très porteur et très intéressant pour lui. La concentration sur le marché chinois va donner une force au crocodile parce qu'il maîtrise son marché et c'est pour ça qu'il parle du tsang qui est un fleuve chinois. Aujourd'hui, Jack Ma a tellement développé son affaire qu'il a commencé à être assez présent dans les marchés européens et les marchés africains. Sa première stratégie était une stratégie de concentration et sa deuxième stratégie est une stratégie d'internationalisation sélective parce qu'il sélectionne les marchés sur lesquels il pourrait être gagnant par rapport aux géants Amazon. Donc finalement, les révolutions, on a assisté à 3 révolutions industrielles et aujourd'hui, on est en train d'assister à la quatrième. La première révolution, elle a utilisé l'énergie de l'eau et de la vapeur pour mécaniser la production. La deuxième a utilisé l'énergie électrique pour faire justement la production de masse. Et la troisième, elle a utilisé l'énergie nucléaire, tout ce qui est électronique et technologie de l'information pour automatiser la production. Aujourd'hui, on parle une quatrième révolution qui se veut une révolution de la robotique et de tout ce qui est intelligence artificielle. Une discipline qui est en train de monter très très vite, elle est basée sur 3 piliers essentiels. Premièrement, c'est la capacité des machines à imiter les fonctions cognitives de l'homme, telles que l'apprentissage et la résolution de problèmes. Justement, ces machines, elles sont confrontées à plusieurs problèmes et problématiques journaliers et, et ils adoptent des réflexes qui sont des réflexes humains. Ils sont basés sur des algorithmes qui sont mathématiques et ils commencent à prendre des décisions et à faire même de la prédiction. Et d'ailleurs, il y a toute une discipline sur le marketing prédictif qui peut prédire le comportement de consommation des personnes à partir justement d'un comportement passé. Comment justement cette intelligence humaine, cette intelligence artificielle se développe? Donc l'intelligence humaine, finalement, elle peut être décrite avec des précisions qu'une machine, elle essaye de concevoir et de stimuler. Donc il y a beaucoup de simulations justement pour imiter cette intelligence humaine. L'objectif, c'est de développer un raisonnement, une représentation des connaissances, une planification dans le futur, un apprentissage organisationnel, ce qu'on appelle le knowledge management. C'est-à-dire aujourd'hui, dans une entreprise, il y a des personnes qui partent en retraite, d'autres qui quittent leur travail, et donc l'entreprise, elle doit pouvoir vivre de façon autonome à travers une robotique qui développe un apprentissage pour que cet historique puisse lui servir dans les décisions futures. Le traitement du langage naturel, ça veut dire aujourd'hui on voit des robots qui parlent justement tout comme des humains, et la perception de la capacité de déplacer et de manipuler des objets. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est plus un mythe parce que on assiste
justement à beaucoup de disciplines qui ont vu le déploiement de l'intelligence artificielle, notamment les centres de relations clients où on a des chatbots qui sont justement la première intelligence basique et primaire, mais qui peut se développer au fur et à mesure à travers le nombre d'interactions avec les clients et l'apprentissage qui se fait derrière. Aussi, tout ce qui est industrie, aujourd'hui, la robotique, elle commence à prendre la relève par rapport à l'humain. Ça veut dire que des gestes qui sont faits de façon automatique et répétitive peuvent se faire par des machines et de façon excellente, sans pour autant avoir des personnes qui sont malades ou des personnes qui ne font pas bien leur travail à un jour donné ou qui changent de travail. On a aussi vu le robot Sophia qui peut justement parler, s'exprimer, tenir une conférence et il a même été doté d'une nationalité étrangère. Et on voit de plus en plus, surtout au Japon, des développements de robots, de nouvelles tendances, que ça soit, c'est ce qu'on appelle le Japan Fever, que ça soit le petit chiot Aibo, qui est un petit chiot aujourd'hui qui se vend à l'équivalent de 600 $, qui peut vous accompagner partout, vous parler, vous donner son avis par rapport aux couleurs que vous portez, vous tenir compagnie, vous mettre vos meilleures chansons en boucle, essayer de vous parler. Donc ce chien Aibo aujourd'hui, il est assez courant au Japon et aussi on peut imaginer d'autres manières de concevoir ces robots, par exemple à l'accueil des hôtels ou encore un robot infirmier qui peut vous donner vos médicaments et faire les soins nécessaires à un patient et contacter le médecin s'il le faut. Et donc tous les domaines d'activité stratégique aujourd'hui, en fait toutes les disciplines sont en train de se développer en intelligence artificielle. Là, ça m'a intriguée. En fait, c'est les champs agricoles. Aujourd'hui, pratiquement tous les aliments peuvent se produire justement dans des champs agricoles qui sont sous forme d'usines, dans des conditions qui sont optimale. Pourquoi? Parce qu'on donne exactement la quantité d'eau nécessaire, la quantité de lumière nécessaire, la quantité de minéraux nécessaires. On ne risque pas d'avoir justement un endommagement dû à des insectes, par exemple. Mais la seule chose aujourd'hui qui jusqu'à présent n'a pas été développée par ces champs agricoles, c'est les graines. Parce que les graines, ils ont besoin de lumière naturelle et ne peuvent en aucun cas se développer par de la lumière artificielle. J'avais posé la question à un agronome qui est assez actif dans l'intelligence artificielle pour les champs virtuels, ces champs avec de l'intelligence virtuelle, qui m'a dit que la qualité, elle est excellente. Pourquoi? Parce que tout simplement, on maîtrise le tout et qu'il n'y a pas de pollution et tout est maîtrisé, ce qui donne un très bon produit final. Aujourd'hui, nous assistons aussi au développement des nouveaux business models. Airbnb, Uber, le fait d'avoir une interaction de personne à personne qui a remplacé un peu le B2B et le B2C, c'est-à-dire de l'entreprise à l'entreprise ou de l'entreprise au consommateur, le fait d'avoir des marketplaces avec des plateformes d'échange, le fait d'ubériser le modèle, ça veut dire que la personne, elle peut mettre au service d'une autre un bien personnel. Le fait d'avoir des modèles d'abonnement, ce qu'on appelle des modèles freemium, ça veut dire LinkedIn par exemple, Netflix, c'est des modèles d'abonnement où on peut avoir une partie qui est pas chère, un prix d'entrée, des fois même gratuit, un ticket d'entrée gratuit, LinkedIn par exemple, mais au fur et à mesure qu'on assiste justement à des options supplémentaires, au fur et à mesure qu'on paye l'abonnement plus cher. C'est le cas aussi par rapport aux open source, où on peut trouver même des logiciels CRM gratuitement, mais du moment qu'on ajoute les qualificatifs, du moment qu'on paye en fonction de nos achats. Et donc aujourd'hui, tout est en train de se développer en fonction de ces nouveaux business models à travers du service web avancé, du e-commerce, du e-learning, du e-transport, du e-hotels, de e-meeting. Tout est digitalisé, e-everything. C'est ce qui élucide les nouveaux business models. Donc, après justement cette petite présentation par rapport à l'introduction,
La prochaine vidéo va suivre et concerne les fondements de l'innovation. Les fondements de l'innovation vont nous permettre de connaître comment cette innovation a évolué et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui et quelles sont les différentes approches, que ce soit l'approche japonaise ou encore l'approche européenne ou américaine. On se dit à très bientôt et merci pour votre suivi.